Yannick Jadot, déjà député au Parlement européen, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Il a été notamment directeur des campagnes de Greenpeace France, porte-parole d'Eva Joly. Bonjour et bienvenue lors de la présidentielle de 2012. Je vous laisse la parole, Yannick Jadot. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le dernier. Pas dans les scores, mais pour votre après-midi. Merci de cette invitation et merci aussi du travail qui a été réalisé par Mutualité Française. C'est un très beau boulot qui inspire évidemment nos réflexions et notre programme dans cette campagne. Il y a quelques minutes, j'étais avec Paul François. Paul François, c'est cet agriculteur charentais qui a été intoxiqué par un produit de Monsanto, un herbicide, et qui a lutté pendant 12 ans contre Monsanto. 12 ans pour faire reconnaître son empoisonnement. 12 ans, c'est David contre le Goliath des pesticides. Il a gagné. Il a gagné pour la 3e fois. Et c'est la victoire du courage, c'est la victoire d'un homme, mais c'est aussi la victoire de la santé contre les lobbies et contre les pesticides. Et évidemment, pour nous écologistes, l'Europe est l'échelon indispensable, l'échelon nécessaire, l'échelon efficace pour organiser la protection de la santé, pour organiser la protection de l'environnement et doit être l'échelon efficace pour organiser la protection sociale. Avec cet exemple de Monsanto et des pesticides, c'est évidemment la question de l'expertise et des autorisations de mise sur le marché des pesticides, des molécules qui est posée. Nous voulons transformer cette expertise, transformer les processus d'autorisation qui, vous le savez, laissent beaucoup trop de place au lobby, laissent beaucoup trop de place à une expertise qui n'est pas transparente, y compris qui n'est pas transparente dans ces conflits d'intérêts. Donc nous voulons mettre en place une haute autorité de la transparence pour s'assurer que les systèmes d'expertise comme les systèmes d'autorisation sont bien des systèmes qui servent l'intérêt général, qui sont une expertise contrôlée par le public, par une expertise indépendante et non pas gangrénée comme aujourd'hui trop souvent par les lobbies. Et puis, dernièrement, il ne vous a pas échappé que le groupe Vert au Parlement européen a obtenu une victoire auprès de la Cour européenne de justice en obtenant qu'il y ait transparence complète sur les évaluations qui sont faites, notamment dans le cas des pesticides, mais dans le cas de la chimie, parce que jusqu'à maintenant, on nous opposait le secret commercial quand nous voulions connaître l'impact sanitaire, environnemental des évaluations faites par les firmes. Leurs évaluations seront transparentes, accessibles au public, et ça, c'est une belle victoire des écologistes au Parlement européen. Mais évidemment, de la même façon, parce que c'est ça l'objectif, c'est que le modèle agricole sorte des pesticides. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre fin au glyphosate maintenant et sortir des pesticides en 15 ans. Et là encore, Paul François, avec ses 240 hectares de céréales, qui, lui, était dans le piège des pesticides, nous explique à quel point il est sorti des pesticides, il a fait du bio et ça marche. Et quand on a 9 milliards d'euros d'argent public de la PAC tous les ans qui tombent en France, on peut accompagner les producteurs agricoles vers une agriculture paysanne et bio. Et puis évidemment, notre objectif est de réconcilier la protection environnementale et la protection sociale. Nous voulons, c'est un projet que nous voulons développer, mettre en place une forme de sécu de l'environnement à l'échelle européenne. Nous avons cette sécu qui est née de la Seconde Guerre mondiale, cette idée que la santé, la solidarité devaient être le projet qui rassemblait les Français dans cette période de reconstruction. Eh bien, aujourd'hui, le grand défi, c'est la transition écologique. Donc, il nous faut une assurance sociale et environnementale pour les victimes des pesticides, pour les victimes des inondations, du dérèglement climatique ou de la pollution de l'air. Donc, il faut arriver à développer ça à l'échelle européenne, justement pour faire le lien.
Quand c'est 0, 0, 0, 0, c'est qu'il n'y a plus de que, temps. voilà, on est au-delà des 4 minutes, mais vous allez peut-être pouvoir développer vos idées ici. Merci J'espère. infiniment de nous rejoindre à cette table avec Christiane Schubert du FA7. D'abord, quelques questions sur les remontées citoyennes qui nous reviennent des débats organisés par la Mutualité. Rendre la vaccination obligatoire dans toute l'Union européenne, c'est une des idées qui remonte fortement. Comment vous voyez cela? Les mêmes vaccins, les mêmes calendriers pour tous les Européens? Est-ce que vous êtes pour? Très bien. C'est une très bonne idée. On est aujourd'hui face à un grand défi qui est le défi de la responsabilité individuelle en matière de vaccins, mais qui doit être une responsabilité collective. Et donc, on ne choisit pas de se vacciner ou de ne pas de vacciner quand les autres, la santé des autres, la vie des autres est en danger. Donc, il y ait cette vision européenne de la vaccination, c'est une très bonne chose. Surtout, encore une fois, si elle s'accompagne, et ce sera une très bonne nouvelle, si elle s'accompagne de processus de décision en matière d'autorisation, en matière d'obligation, qui sont des processus transparents dont on garantit qu'ils ne relèvent pas de la pression des lobbies, mais qu'ils relèvent bien de l'intérêt général. Vous ne parlez pas de pharmacovigilance, je n'ai pas entendu ce mot aujourd'hui. Vous m'avez posé la question sur la vaccination obligatoire et je pense que c'est une bonne idée d'avoir un processus de vaccination obligatoire au niveau européen. Une réaction à ce sondage qui montre que les Européens font davantage confiance aux citoyens et aux ONG qu'à l'Union européenne en matière de santé et d'environnement. Vous êtes député européen depuis 10 ans. Comment vous voyez ce chiffre? Ça vous est difficile d'entendre cela? Bien sûr. Si vous voulez, quand vous êtes député européen, vous aimeriez être apprécié comme le sont les élus locaux, comme le sont les maires, et que les Européens reconnaissent en nous des acteurs de leur protection. Mais force est de constater que, notamment ces dernières années, les institutions européennes, dans l'ensemble, n'ont pas marqué suffisamment leur ambition en matière de protection de la santé, en matière de protection de l'environnement. Regardez cette question du glyphosate, qui a été un grand sujet européen des 2 dernières années. L'Europe, malheureusement, on a vu une agence de sécurité des aliments est prise en flagrant délit de plagiat de Monsanto à travers son agence allemande. On a vu des responsables politiques en permanence qui semblent davantage défendre les lobbies plutôt que la santé. Prenons simplement l'exemple français. Vous avez un président de la République qui, devant les élus ultramarins, conteste le lien entre la chlordécone et les cancers, alors que la Martinique, par exemple, est championne du monde, et ce n'est pas un titre qui lui fait plaisir, des cancers de la prostate, que ces îles sont absolument traumatisées par la chlordécone. Vous avez une ministre de la Santé qui repousse en permanence la perspective d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, remettant en cause les liens entre pesticides et santé. Donc vous avez là une fabrique du doute sur l'impact et la protection de la santé qui, évidemment, crée une défiance entre les citoyens et leurs élus, mais je veux croire que dans cette campagne, on va pouvoir aussi revendiquer la crédibilité de notre combat sur la protection de la santé comme sur la protection de l'environnement, et évidemment, puisque c'est le grand sujet, la question de la santé environnementale. Yannick Jadot, quand un Européen gagne 1 euro, une Européenne gagne 84 centimes, soit 16% de moins en moyenne, d'après les chiffres d'Eurostat. En France, l'écart est de plus de 15%, en Estonie, il est de plus de 25%, en Allemagne, il est de plus de 20%, en Italie, il est seulement à 5%. Qu'est-ce que vous proposez-vous pour combattre cette inégalité salariale entre les hommes et les femmes en Europe ? Il y a le droit européen qui essaye d'affirmer en permanence l'égalité des salaires, puisque se pose là la question de l'égalité des salaires. Alors il y a des situations très différentes selon les pays, notamment dans un certain nombre de pays où le travail partiel et le travail précaire concernent particulièrement les femmes. C'est un peu moins le cas en France, mais c'est trop souvent le cas aussi en France. Donc il faut renforcer tout ce droit européen et surtout se doter, puisque là les objectifs sont clairement établis, affichés, se doter des outils qui permettent de sanctionner, à la fois d'alerter, d'avertir, d'informer l'ensemble des salariés sur les salaires auxquels ils ont droit en fonction de leurs compétences, en fonction de leur expérience, pour s'assurer que, évidemment, il n'y a pas d'écart
parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, et puis sanctionner les entreprises qui, évidemment, ne respectent pas dans l'esprit et dans la lettre le droit européen comme le droit national. Christian Schubert. Oui, Monsieur Jadot, bonsoir. Bonsoir. Le Parlement européen a décidé récemment de réduire les émissions de CO2 des voitures de 40% jusqu'à 2030. Je crois que c'est quelque chose que vous avez voté aussi. Ah, on voulait plus, nous, mais on l'a voté. Même plus. OK. On a parlé des lobbies, mais je crois que les lobbies ne sont pas seulement des diables, n'est-ce pas? Ça peut être aussi des gens qui sont des experts. Carlos Tavares, qui est le PDG de PSA, Peugeot Citroën, il a dit « Cette décision du Parlement européen, ça met en danger 13 millions de salariés en Europe. » Et en même temps, dans cette domaine-là, il faut savoir, les voitures électriques aujourd'hui, c'est 1% du marché de voitures neuves en Europe, 1%. Alors, est-ce que vous prenez en compte dans votre politique les questions d'emploi? Bien sûr, bien sûr. Mais vous surestimez toujours les effets. Je vais essayer de répondre. Oui, bien sûr. Vous savez, cette question de la pollution de l'automobile, ça fait à peu près 12 ans que je travaille dessus. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était avec les syndicats de salariés français et la Confédération européenne des syndicats, avec les associations de sécurité routière, avec les associations de consommateurs. Et l'idée, c'était de dire, soyons le plus ambitieux possible sur la réduction de la pollution, parce que quand on réduit la pollution, on réduit aussi la consommation de CO2. Et malheureusement, les constructeurs automobiles, qui, dans le rapport de force, est extraordinaire. Je veux dire, Angela Merkel parle en permanence au nom du lobby automobile allemand, pas au nom de la santé des Européens. Mais ce lobby-là a en permanence réduit les ambitions de l'Europe sur le CO2 comme sur les oxydes d'azote en lien avec le diesel. Et en plus, ils ont organisé la fraude et la triche. Vous vous rendez compte que vous avez, peut-être pas M. Tavares, parce qu'il n'était pas en fonction à cette époque-là, mais vous avez des patrons des groupes automobiles européens qui se sont réunis comme ça avec des ingénieurs et qui ont décidé que, une fois les tests automobiles passés, leurs véhicules émettrait 10, 20 fois plus que la norme autorisée. 10 à 20 fois plus que la norme autorisée. Et bien moi, j'appelle ça une fraude organisée de nature criminelle. Parce que C'était pas ma question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qui remet en cause l'avenir des salariés? Est-ce qu'une voiture qui pollue moins, c'est pas de voiture? Parce qu'en permanence, en reportant, ils ont fait des voitures plus puissantes, ils ont fait des voitures plus lourdes, des voitures plus polluantes. Là, moi, je sais d'où je viens de Picardie. En Picardie, on a besoin de sa voiture dans beaucoup d'endroits. Mais parce qu'une voiture émet... Aujourd'hui, les voitures européennes émettent 40% de plus que la norme. C'est 400 € de dépenses de carburant par voiture. On a en Europe près de 700 000 morts prématurées liées à la pollution de l'air. 67 000 en France. La fraude au diesel, ce sont des milliers de morts prématurées. Et pourquoi une voiture qui frauderait serait une voiture plus favorable aux salariés qu'une voiture qui ne fraude pas? Ce sont ces patrons, monsieur. Le Dieselgate, les constructeurs allemands, le patron d'Audi, 4 mois en prison. Volkswagen, 30 milliards de dollars d'amende. C'est eux qui ne défendent pas. Mais ce que je dis, c'est eux qui remettent en cause l'avenir de leurs salariés. Oui, je ne défends pas les constructeurs allemands, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est le reprenez leur argument. Le consommateur ne vous suit pas. Mais bien sûr que si. Non. 1% de voitures électriques. Ils votent tous les jours pour d'autres voitures. Mais les voitures électriques aujourd'hui restent plus chères. Il faut aider à cette conversion automobile. Quand on se bat sur la prime à la conversion, mais une voiture aujourd'hui, vous vous souvenez de la voiture à 2 litres de François Hollande? On a donné des centaines de millions, voire des milliards aux constructeurs automobiles pour faire des voitures qui consomment moins. Il est passé où cet argent? Moi, ce qui je trouve affligeant, c'est que, regardez en Allemagne... Une question, sur les voitures électriques. Vous voulez leur déploiement renforcé, j'imagine. Les batteries qui sont constituées de produits... on est dépendant à 90% de la Chine pour ces batteries. Ça pose pas un problème? Mais bien sûr que si, ça pose un problème. Pourquoi je me bats? Il faut de l'électrique, mais en même temps... Non, attendez. Pourquoi nous, Européens,
nous n'avons pas un géant de la batterie électrique? Pourquoi est-ce que ces constructeurs automobiles qui viennent toutes les semaines nous faire le lobby en disant Parce qu'on n'a pas de métaux rares. laissez-nous un peu plus sur le diesel. Pourquoi ils n'ont pas investi sur la voiture électrique? Pourquoi ils n'ont pas investi sur la voiture qui consomme moins et qui pollue moins? Et pourquoi les États ont si peu, il y en a certains États qui ont beaucoup investi, ont investi si peu sur les transports du quotidien. On ferme les petites gares en France. Et si vous fermez les petites gares, si vous éloignez les services publics, si vous éloignez les commerces, c'est même pas la question du prix de l'essence qui compte, c'est la quantité d'essence que vous consommez dans votre véhicule. Et on doit s'arrêter là, Christiane, je suis désolée. Merci Yannick Jadot Merci d'avoir infiniment. été notre invité dans Place de la Santé Europe. Merci infiniment, je vous laisse regagner votre place.